Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mozabytes. Aujourd'hui, c'est une édition assez spéciale parce qu'on va faire un focus sur une étude qu'on vient de sortir et on a interviewé une centaine d'acteurs de l'écosystème French Tech pour comprendre quel était l'état de l'adoption de la Gen AI dans cet écosystème-là. L'étude a été menée par Elodie Lachois et on a la chance aujourd'hui de recevoir Elodie pour qu'elle nous donne ses principaux enseignements sur ce qui est ressorti de cette étude. Elodie, merci d'être avec nous. Merci à toi de m'inviter, David. Super content d'être là. Génial. Peut-être pour démarrer, ça m'intéresserait de comprendre ce qui a un petit peu motivé cette étude, sur qui elle a été menée, et voilà un petit peu la méthode qui est derrière. Ouais, alors en fait c'est parti d'un constat où on entendait énormément de choses, donc plutôt début d'année ou début de l'été. On entendait énormément de bruit autour de l'AI et beaucoup d'informations qui venaient plutôt des États-Unis avec beaucoup de ressources, d'articles, de récits, de retours d'expérience sur des expérimentations. Mais finalement, on n'avait pas trop de visibilité sur ce qui se passait en France. Donc ça, c'était un premier point. Moi, j'avais vraiment envie de savoir ce qui se passait en France. Et le second point, c'est que moi, de mon point de vue product, en fait, je travaille dans le produit. Il y avait beaucoup d'informations autour des innovations qui étaient faites, mais très peu de récits sur comment on en était arrivé à ces innovations, quel avait été le processus de réflexion, le processus de développement, le processus de mise en place. Et j'avais à cœur de comprendre un petit peu comment tout ça se mettait en place. Hyper intéressant. Et du coup, justement, qui a participé à cette étude? Il y a deux parties dans l'étude. Il y a une partie quantitative, où là, c'est un formulaire qu'on a envoyé à une centaine de boîtes. Il y en a beaucoup qui viennent du French Tech 120 dans ce panel-là. L'idée, c'était d'avoir une overview assez complète sur l'écosystème français. Donc voilà, tout type d'industrie, tout type de boîte. Et pour aller un peu plus loin et pour donner aussi du concret aux gens, parce que c'est pas tout de se dire l'IA, il y a du potentiel, il faut aussi qu'on comprenne, moi en tant qu'entrepreneur, comment ça peut me concerner, comment je peux me projeter, comment on fait les autres. Donc on a complété cette étude par des use cases, donc qui est une partie qualitative, où on raconte un peu, on revient sur comment telle boîte a mis en place l'IA et quel impact ça a eu. Et donc là, on a choisi 6 entreprises. Encore une fois, on a essayé de prendre des boîtes qui étaient pas AI native. C'était hyper important que ces boîtes-là aient fait le mouvement avant d'avoir un business qui fonctionne périn et qui voit des opportunités dans l'IA et qui décide de se lancer dedans. Et donc, parmi ces boîtes-là, il y a Alan, Encore Store, donc Alan pour la santé, Encore Store, le e-commerce. Il y a Doctrine, qui est dans la legal tech. Il y a 360 Learning, plutôt dans l'EdTech, et Payfit, FinTech, et il m'en manque une, et Agicap. Peut-être pour rentrer dans le détail de l'étude et des apprentissages, c'était quoi ta plus grosse surprise justement à la fin de cette étude sur des learnings que tu n'attendais pas forcément? En vrai, il y a pas mal d'insights intéressants dans cette étude, mais si je devais en choisir un qui m'a beaucoup surpris, c'est la volonté des boîtes d'intégrer l'IA générative directement dans leurs produits customer facing, donc qui est visible par leurs utilisateurs. Parce que l'IA, ça reste quand même une technologie qui est nouvelle, qui parfois avec des problématiques d'hallucination ou d'imprévisibilité. Et je pensais que beaucoup de boîtes s'étaient lancées dans l'IA, mais plutôt sur des use cases internes, soit pour servir des personas internes, pour multiples objectifs, que ce soit des gains d'efficience ou autres. Mais je pensais que peu avaient fait le pas tout de suite de se lancer directement avec des fonctionnalités intégrées dans leurs produits visibles par leurs utilisateurs. Et finalement, parmi celles qui se sont lancées, il y a plus de la moitié qui ont fait le choix d'intégrer directement des fonctionnalités dans leurs produits. Et donc ça, j'avoue que c'était une vraie surprise pour moi. Et donc en creusant ça, en fait, on se rend compte que l'objectif numéro 1, c'est pas le gain d'efficacité pour les boîtes, c'est vraiment l'augmentation de la valeur ajoutée de leurs produits, de leur proposition de valeur.
si je ne me trompe pas, je crois qu'il y avait 81% des répondants qui ont dit que l'objectif numéro un, c'était d'améliorer la proposition de valeur de leurs produits grâce à Voilà, la c'est ça, GenAI. ouais. Ouais, c'est ça, exactement. On a évidemment l'image d'une French Tech innovante et donc forcément pionnier dans l'adoption de la GenAI. Est-ce que, euh, est-ce que tu considères que, et à travers cette étude, tu as vu que la GenAI était déjà bien intégrée partout et de manière générale adoptée par toutes les entreprises innovantes françaises, ou est-ce qu'il y a encore de la disparité dans leur niveau de maturité sur ces sujets? Par rapport à cette question, déjà, la première chose à noter, c'est un vrai enthousiasme partagé, puisqu'il y a 96% des entreprises qui considèrent la Generative AI comme hyper stratégique pour leur business. Donc ça, c'est assez parlant comme données. Et après, une fois qu'on a considéré que c'était stratégique, il y a le passage à l'action. Et donc là, dans le passage à l'action, effectivement, c'est parfois un peu plus compliqué. Il y a quand même 70% des boîtes qui ont une envie de passer à l'action et qui ont tenté des choses. Mais parmi 100% de boîtes, en fait, il y en a finalement qu'un tiers qui ont réussi à franchir le pas de façon avec succès et qui ont vraiment intégré l'AI dans plusieurs parties de leur activité. Donc ça reste Qu'est-ce que tu entre les dirais 96% et le un tiers, en fait, il y a des boîtes qui se cherchent, qui essayent de trouver les bons use cases, qui essayent de trouver les bons talents, qui se posent énormément de questions et qui ont cette volonté d'essayer, mais qui parfois font face à certains freins. ça a été quoi finalement le choix des entreprises de la French Tech pour intégrer l'IA? Est-ce qu'ils ont tous désigné un profil en interne pour déployer justement la GenAI dans leur entreprise? Est-ce que c'est des pôles dédiés? Ce qui ressort dans cette étude est particulièrement dans la partie qualitative, où là, pour le coup, il n'y a que des récits de boîtes qui ont réussi à franchir le pas. C'est qu'il n'y a pas une formule magique. En fin de compte, il y a plusieurs façons de faire. Et moi, mon conseil, ce serait de choisir le process qui colle le mieux à sa culture. Donc typiquement, je peux te citer l'exemple de Doctrine. Ils ont historiquement une culture très décentralisée, où les équipes ont énormément d'autonomie. Et donc là, finalement, il n'y a pas eu une personne qui a coordonné des actions, mais il y a eu vraiment, ils ont laissé la pleine autonomie à leurs équipes de pouvoir explorer, itérer, identifier des use cases pour à la fin choisir le use case le plus pertinent et essayer de regrouper ça. Donc évidemment, il y a besoin à la fin d'alignement pour s'aligner sur les technologies utilisées, sur la tech utilisée pour des gains d'efficience évidents. Mais en tous les cas, ils ont vraiment eu, en tout cas, cette approche explorative plutôt décentralisée, là où d'autres qui n'ont pas du tout cette culture, s'ils avaient fait ça, ça n'aurait pas du tout marché. Et donc, il y a d'autres boîtes qui ont plutôt opté pour une personne ou une équipe. Des fois, c'est une personne qui va coordonner plusieurs actions dans plusieurs équipes. Il y a un autre setup où c'est une équipe composée de profils tech, product, data, qui va itérer et aller explorer pour les autres et tester sur le marché des features. Donc vraiment, il y a plusieurs setups possibles. Et finalement, pas de formule magique parce que ça dépend vraiment de la culture d'entreprise et ouais, du contexte dans lequel évolue l'entreprise. Du coup, dans tes précédentes réponses, tu nous disais que tu t'attendais peut-être à ce qu'il y ait plus d'entreprises qui aient vraiment déployé la GenAI au sein de leurs équipes. Si on fait un petit focus sur les freins aujourd'hui, justement à une bonne adoption de l'IA générative, qu'est-ce qui est ressorti de cette étude? Je pense qu'un des freins le plus parlant, c'est le manque de compétences au sein des entreprises. Donc ça, c'est vrai que c'est un aspect qui peut représenter un frein. Et je complète par une autre data qu'on a récupérée, qui est comment est-ce que les collaborateurs se forment à la GenAI. Et en fait, tout le monde est un peu laissé pour compte où chacun se forme de côté, à côté, en lisant des articles, en échangeant sur des Slack, en essayant de bidouiller sur son temps libre. Et finalement, comme il n'y a pas vraiment de mouvements clairs et d'acteurs clairs autour de la formation, c'est plutôt l'auto-formation qui domine. Et du coup, peut-être de cette auto-formation vient un sentiment de manque de compétences qui peut certainement des fois bloquer
l'action, le passage à l'action. Donc ça, c'était un des freins principaux. Après, il y a un autre frein qui est assez parlant aussi, c'est la difficulté à identifier des cas d'usage. En fait, ils se rendent compte que la generative AI a un potentiel massif d'impact sur leur business. Mais parfois, c'est pas évident par rapport à son business, comment moi est-ce que je peux comprendre cette technologie, parce que finalement, il faut bien comprendre les tenants, les aboutissants pour me dire, OK, cette technologie, puisque je maîtrise un petit peu les tenants, les aboutissants et que je maîtrise un petit peu les use cases parce que je me suis bien formée, je sais qu'elle est capable de ça et du coup, pour mon business, je sais que je peux l'utiliser comme ça. Et donc ça, aujourd'hui, il manque cette brique-là de dire, je sais comment cette technologie peut avoir de l'impact et donc du coup, je peux mettre en place un plan d'exécution très clair derrière. Donc voilà. Donc c'est aussi pour ça que cette étude, elle me tenait à cœur parce que je voulais absolument que cette partie quantitative avec plusieurs use cases très concrets sur comment la generative AI peut contribuer à améliorer la proposition de valeur et à avoir un impact positif sur les KPI. Ça me tenait à cœur de diffuser ça le plus largement possible pour justement essayer de lever au maximum ce frein-là. Et du coup, c'est intéressant ce que tu racontes, ce que tu dis là. Est-ce que c'est plutôt qu'ils n'arrivent pas à identifier les cas d'usage ou ils arrivent à identifier peut-être trop de cas d'usage et ils n'arrivent pas soit à comprendre ce qui est faisable ou pas faisable ou arriver juste à prioriser en fait entre tous ces cas d'usage là ceux qui sont les plus pertinents, ceux qui vont avoir le meilleur impact, ceux qui vont avoir le coût le plus important, la difficulté à implémenter la plus importante. Est-ce que c'est plus une question de priorisation, une question vraiment de pure identification de cas d'usage? Je pense qu'il y a un peu des deux, suivant les personas. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans ce qui ressort des use cases qualitatifs, c'est qu'en fin de compte, si on attend d'avoir le use case parfait, qui est le plus complexe et qui a le plus d'impact, finalement, on va se mettre énormément de bâtons dans les roues, non seulement déjà pour passer à l'action, parce que ça prend du temps de construire ça, mais en plus derrière, si on choisit le cas d'usage le plus complexe, on risque de se planter et d'avoir une technologie qui ne fonctionne pas d'un point de vue utilisateur et qui ne répond pas aux besoins parce que l'AI hallucine ou répond à côté ou pour plein de raisons. Et en fin de compte, finalement, la priorisation des use cases, elle ne se fait pas que au regard de l'impact business. Et ça, c'est important à prendre en compte parce que ça a un shift aussi dans le métier de product. Nous, dans notre métier, quand on regarde évidemment le coût que ça va nous coûter côté tech, mais on regarde aussi énormément l'impact business. Là, finalement, tout le monde est parti avec des use cases, quasiment tout le monde, dans les use cases qualitatifs, sont partis avec des use cases un peu simples, presque certains exploratoires en se disant, on va lancer cette IA et on va voir comment les utilisateurs l'utilisent, comment ils interagissent avec l'IA. Et grâce à ça, finalement, c'est presque une fonctionnalité de discovery en tant que telle qui servira vraiment à construire derrière la vraie fonctionnalité qui aura de l'impact. Donc, il faut pas forcément se mettre des gros bâtons dans les roues, mais plutôt choisir un use case simple, un cas d'usage plutôt simple, aller très vite vers l'exécution pour pouvoir itérer et mettre en prod et itérer derrière. Il y a 6 use cases du coup quali assez poussés. On va peut-être pas revenir sur chacun d'eux dans ce podcast et on laissera du coup tout le monde creuser l'étude derrière. Mais peut-être pour alimenter sur un de ces use cases là, est-ce qu'il y en a un que tu aimerais présenter? C'est dur de choisir parce que comme ils sont tous différents, tous finalement apportent des insights avec un angle différent. Mais bon, pour en choisir un, allez, je vais choisir celui de 360 Learning. Donc 360 Learning, donc c'est un outil de base de formation en interne parce qu'il considère que finalement les personnes qui détiennent les connaissances dans une entreprise, ce sont les collaborateurs eux-mêmes et que c'est un grand pouvoir de partage de connaissances, un gros potentiel de partage de connaissances et donc leur objectif c'est de construire une plateforme pour diffuser ces connaissances-là détenues par les collaborateurs. Et donc, dans le cadre de leur projet, comment eux, ils ont intégré la Generative AI, je précise que c'est une des boîtes parmi toutes celles que j'ai interviewées qui est la plus avancée. C'est une des boîtes les plus avancées.
Ils ont démarré, c'est eux qui ont démarré le plus tôt. Eux, ils ont décidé de créer un module de génération de contenu, donc de génération de formation uniquement à partir d'un prompt. Donc c'est assez bluffant. Donc par exemple, toi, David, t'es collaborateur dans une entreprise, tu as envie de former tes collaborateurs sur un sujet spécifique. Tu te dis, bon, bah, je vais créer une formation pour qu'elle soit retenue. En fait, ça reste quand même quelque chose de complexe. La formation, ça se base sur la répétition. Donc, il faut bien qu'il y ait un contenu où on répète les messages clés. Il y a aussi des modules avec des questions pour vérifier que les connaissances sont acquises. Donc, un module de formation, c'est quelque chose d'assez quand même complexe. Et donc là, à partir juste soit d'un document, soit carrément d'un prompt, eh ben, en quelques secondes, un collaborateur peut générer un contenu de formation. Donc, ça va être un premier draft dans lequel il va revenir, bien sûr, mais c'est un draft assez poussé qui fait gagner énormément de temps à ces utilisateurs-là. Ok, et en termes d'impact, du coup, est-ce qu'ils ont pu le mesurer? Est-ce qu'ils ont déjà des chiffres intéressants à partager? Pour moi, ce qui est intéressant, je vais tout de suite partir sur les challenges qui voient avec la release de cette fonctionnalité-là, c'est qu'en fait, il y a un vrai sujet d'adoption. Parce que finalement, l'AI, ça a un grand effet waouh quand on fait les démos, mais parfois les utilisateurs peuvent avoir peur ou pas savoir comment écrire un prompt, ou se dire bah ça c'est pas pour moi et pas forcément utiliser la fonctionnalité. Donc il y a un gros enjeu en termes de design, d'accompagnement et de parcours pour que finalement l'utilisateur ait pas peur de se tromper dans un prompt ou de faire un mauvais prompt, mais l'accompagner vraiment dans l'optimisation de son utilisation de l'AI. Parce que ça, c'est un vrai sujet chez 360 Learning. Le KPI finalement de succès de la release, c'est on release, ça se passe bien, les cours générés sont pertinents, les utilisateurs qui utilisent l'AI sont contents d'utiliser l'AI et considèrent que ça fonctionne. Donc finalement, les premiers KPI, c'était plutôt ça. C'est on a mis en production quelque chose qui fonctionne. Et donc finalement, là, on rentre dans la deuxième phase de OK, maintenant on sait que ça fonctionne. Comment on fait en sorte de booster l'adoption? Donc ça, c'est vraiment fin de temps. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pu observer sur tous les use cases, quelle que soit la fonctionnalité. Il y a vraiment cette release on fait un progressive rollout, donc c'est-à-dire qu'on release à une toute petite partie de la base utilisateur. On teste, on itère, on améliore les AI. On s'assure derrière de monitorer les KPI qui indiquent que la fonctionnalité fonctionne bien. Et une fois qu'on a atteint un certain degré de satisfaction de cette fonctionnalité, là, on va pouvoir aller travailler l'expérience autour de l'AI. Donc, ça se fait vraiment en 2 temps. Et ça, c'est assez partagé comme constat. Et du coup, aujourd'hui, combien de cours sont créés via justement la fonctionnalité de AI? Ouais, malgré le fait que les équipes aient pas encore travaillé sur toute l'adoption et le parcours et la clarté du parcours, il y a quand même 16% des utilisateurs qui organiquement, on va dire, d'eux-mêmes ont utilisé l'AI pour construire leur formation. Donc, ce qui est déjà un très bon chiffre, compte tenu que c'était pas finalement le KPI visé dès le départ. Donc, ça laisse présager derrière une bonne adoption quand il y aura tout un travail autour des parcours et de la découvrabilité de la fonctionnalité. Génial. Merci beaucoup, Elodie, d'être revenue sur cette étude. Je pense que il y a des insights vraiment intéressants. Et évidemment, si vous voulez creuser, on va mettre le lien de l'étude dans la newsletter mail pour que vous puissiez aller découvrir justement tous les autres apprentissages. Merci beaucoup, Elodie. Merci à toi.